Oui, pour le chapitre 9, on change de décor et on s'en va dans un endroit plus confortable. Ma chambre, que vous connaissez pour la seconde partie des Dragouilles. Une nouvelle coupe, hein, pour l'instant, pour m'aider à mieux lire. Vous pouvez avoir autant les cheveux dans le visage. Donc la dernière fois, on s'était quitté sur Manuel qui réussit à trouver une source d'eau. Donc, je vais vous lire la dernière phrase du chapitre d'avant. Manuel s'est tendu sur le sol. Il s'étreignit à plein corps. Elle est là, la douce, la bonne, la coulante, la chantante, la fraîche, la bénédiction, la vie. Il baisait la terre des lèvres et riait. Bon, chapitre 9. IX. Tu as remarqué notre Manuel? Depuis 2 jours, il est comme s'il était tombé dans un nid de fourmis. Il est par ici, il est par là, mais jamais à la même place. Il va sur la grande route, il s'assit sur la galerie, il se lève à nouveau. Tu l'appelles, il n'entend pas. Tu l'appelles encore, il semble sortir d'un rêve. Eh bien oui, il dit, mais tu vois qu'il ne t'écoute pas. La nuit, je l'entends se retourner sur son matelas. Il s'agiter et se débattre. Il cherche le sommeil, il ne le trouve pas. Ce grand matin, je l'ai entendu qui riait tout seul pour son compte, tandis qu'il se lavait derrière la case. Est-ce qu'il aurait l'esprit dérangé, notre garçon? Bien-aimé, mon homme, réponds-moi. Bien-aimé, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fit le vieux de mauvaise humeur. Je ne suis pas dans sa peau, je ne suis pas dans sa tête. C'est un nègre remuant, ce Manuel, un nègre mouvementé. Voilà tout. Il y en a qui sont lents de nature et d'autres vifs, comme l'éclair, comme Flash McQueen. Où vois-tu là du drôle et de l'inquiétant? Toi, tu voudrais l'avoir tout le temps dans les plis de ton caraco, comme un petit garçon, et qu'il te raconte Maman, j'ai ceci, maman, j'ai cela, comme s'il n'avait pas grandi, comme s'il n'était pas un homme fait, avec toute sa conscience et toute sa raison. Alors laisse-lui donc sa liberté. Les jeunes poulains, c'est fait pour galoper dans la savane. Baille-moi un morceau de charbon pour que j'allume ma pipe. C'est pas toi qui te plaignais l'autre jour qu'il était toujours en course? Moi? Quand ça? Le vieux te faisait l'étonner. Tu cherchais à me disputer, Délira? Et cette pelle qu'il a été achetée hier au bourg, tu me diras pourquoi il en a besoin, pourquoi il est parti ce matin avec elle dans les mornes, même qu'à son retour, elle était pleine d'une terre blanche comme il n'y en a pas dans ces parages. Mais comment tu veux que je te réponde à tous ces pourquoi? Donne-moi une bonne raison. Donne-moi une bonne fois la raison que la lune certains jours ressemble à une tranche de melon d'Espagne et à d'autres l'autre la voilà ronde comme une assiette. C'est que tu es une femme enrageante, oui, Délira. Qu'est-ce que tu as à me pincer les côtes avec tes questions toute la sainte journée? Dans ta jeunesse, tu étais plutôt pas parlante. On te tirait les mots difficilement. Pour dire la vérité, je regrette ce temps passé. Il se recogna sur sa chaise, bougon et mécontent, les lèvres serrées autour du tuyau de sa pipe. Les ennuis s'accumulaient. Quand un homme commence à avoir du gignon, dit-on, même le lait caillé peut lui casser la tête. La jeunesse pintelée s'était empêtrée dans sa corde et foulé une jambe. Dormeus l'avait traitée pour 3 piastres, le sans honte, mais elle tardait à guérir, et bien-aimé devait encore attendre avant d'aller la vendre. L'hérisson était parti travailler du côté de la Croix des Bouquets dans une équipe des travaux publics. D'autres songeaient à suivre son exemple et même à laisser fond rouge pour tout de bon. Et maintenant, ce Manuel qui se conduisait comme s'il allait tomber du mal caduc, quand donc, par la barbe du Saint-Esprit, pardon mon Dieu, j'ai blasphémé, je ne le ferai plus, mais à culpa, quand donc finira tous ces emmerdements? Et voici comment la commère destine. Voici arrivée la commère destine. Comment fait-elle pour garder toute cette graisse? Se demande bien-aimé. Sa grosse figure noire brille comme du cuir bien ciré. Je suis passé te dire un petit bonjour, commère Délira, compère bien-aimé. Bonjour, oui. Bonjour, cher, répond le vieux. Et puis il fait semblant de dormir, il n'a pas envie de parler. Délira avançait l'escabeau à Destine. Elle reste debout. Destine s'étale et déborde de tous côtés. Comment va la vie? Fait-elle. La pénitence continue. Soupire Délira. De mouvement de la tête, elle désigne les champs, et elle lève les yeux vers le ciel implacable.
On est au moment le plus chaud de la journée et ce n'est pas midi, mais c'est plutôt vers les 2 heures, lorsque la Terre commence à dégager une vapeur qui monte et danse et fait plier les paupières tellement c'est aveuglant. Il y a dans les bails à ondes un recoulement triste de tourterelles et le mâle répond avec un accent rauque qui appelle. Mais leur dialogue n'interrompt pas le silence, il l'accompagne et le rend plus lourd et plus présent. « Je vais partir, moi aussi, déclare Destine. »« Ne me dis pas, exclame Délira effrayé. »« Oui, cher, c'est comme ça. Nous allons quitter la terre des anciens, mon nègre Joachim et moi-même. Nous avons de la famille du côté de Boucan-Corail. C'est de la famille éloignée, mais peut-être nous fera-t-elle la charité d'un morceau de terre, de quoi bâtir un adjoupa et planter un petit jardin. Adjoupa, c'est une cause. À la grâce de Dieu, Délira, mais comme c'est une grande peine. Elle pleurait. Les larmes traçaient des sillons sales sur ses joues. La vie était tarie à fond rouge. On n'avait qu'à écouter ce silence pour entendre la mort, se laisser aller à cette torpeur, et on se sentait enseveli. Le heurt régulier et répété des pignons dans les mortiers s'était tu. Il n'y avait plus un grain de petits milles. Et ce qui était loin, le temps des kumbites, du chant viril et joyeux des hommes, du balancement étincelant des houttes au soleil, le temps bienheureux où nous dansions le menuet sous les tonnelles et les voix insouciantes des jeunes négresses jaillissaient comme une fontaine dans la nuit. Adieu, je dis. Adieu au temps de la grâce et de la miséricorde. Adieu, adieu. Nous nous en allons, c'est fini. Ô Loas, mes Loas de Guinée, vous n'avez pas bien mesuré le travail de nos mains et notre part de misère. Votre balance a faux poids, et c'est pourquoi nous mourrons sans recours et sans espoir. Est-ce que c'est juste? Répondez-moi. Non, en vérité, ce n'est pas juste. Délira dit et sa voix est tranquille. À la Toussaint, j'ai nettoyé les tombes de mes morts. Ils sont tous enterrés ici. Ils m'attendent. Mon jour commence à tomber. Ma nuit approche. Je ne peux pas partir. Destine pleurait toujours. J'ai 2 garçons dans le cimetière. Délira lui toucha l'épaule. Prends courage, Destine. Tu retourneras, cousine. Tu retourneras avec la pluie et la bonne saison. Destine essuya ses yeux du revers de sa main, grasse, molle et comme désossée. Ce matin, il y avait une couleuvre enroulée dans le fêtage de la case. Joachim est monté sur la table et lui a fait sauter la tête d'un coup de serpette. Joachim, je lui ai dit, pourvu que ça ne porte pas malheur. Tu m'entends, Joachim? Oui, il a aussi les épaules, sans une parole. Ça le ronge, Joachim, cette situation. Ça le ronge. En dedans, comme une maladie. Alors, c'est à peine, à l'heure qu'il est, s'il ouvre la bouche. Et Florentine lui réclame l'argent du clairin avec force menace et des mots que ça ne peut pas se répéter. La scandaleuse, la femelle du gendarme. Putain, il a défoncé un serpent. Je sais pas c'est quoi une serpette. Ben, il a défoncé un serpent avec ça. Elle se leva. Nous verrons encore, Délira chère. Je ne partirai pas avant la fin de cette semaine. J'ai rencontré Manuel en chemin, voilà un nègre bien fait. Tu as de la chance, cousine. Moi, mes 2 garçons sont dans le cimetière, mais c'est la vie. On ne peut rien faire contre le malheur, il faut se résigner. Quand il fut parti, bien-aimé ouvrit les yeux. Il bascula sa chaise en avant, frappa du pied avec colère. Ah, nègre ingrat que vous êtes, s'écria-t-il. Cette terre vous a donné à manger jour après jour, pendant des années, et voilà que vous la quittez avec quelques lamentations pour la forme et un peu d'eau dans les yeux, en guise de lessive pour la mauvaise conscience et le remords. Bande d'hypocrites, quant à nous-mêmes, nous restons. Pas vrai, Délira? Pas vrai, ma vieille femme? Eh, où pourrions-nous bien aller? On dit Délira. Enfin, après 2 jours d'impatience, Manuel avait pu la rencontrer. Elle marchait sur la grande route à la vue des cases. Mais il lui avait soufflé au passage en la croisant sans s'arrêter, comme ça entre les dents. Attends-moi devant l'entourage de compère Lauriston, sous le tamarnier. Et maintenant, il la conduisait vers la source. Elle avait de la peine à le suivre tant qu'il allait vite. Elle avait peur aussi qu'on l'aperçoive, qu'on l'ait aperçu. Mais Manuel assurait que non. L'endroit était abandonné depuis longtemps. C'était un ancien champ de coton dans le flanc des bailles à ondes. Regarde, c'est plein d'herbes et de piquants maintenant. Ils entamèrent dans le bois, le soleil passait à travers le tamis des arbres et remuait sur le sentier avec le mouvement du vent dans les hautes branches. « Tu crois qu'il y a de l'eau en suffisance? » demanda Anaïs. « J'ai fouillé jusque-là. » Il traça de la main une ligne à la hauteur de sa ceinture. « Et pas un trou seulement, plusieurs, sur toute la longueur de la plateforme. C'est plein, un grand bassin, je te dis. » Il était essoufflé, moins par la marche rapide que par ce souvenir.
Si je n'avais pas rebouché les trous, je crois que ça aurait débordé, tellement il y en a. Tu es fort, oui, Emmanuel. Non, mais j'ai la foi. La foi dans quoi? La foi en la vie, Adam. La foi que les hommes ne peuvent pas mourir. Elle réfléchit un instant. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est comme pour l'eau, il faut fouiller profond dans tes paroles pour trouver leur sens. Ô sûr qu'un jour, tout homme s'en va en terre, mais la vie elle-même, c'est un fil qui ne se casse pas, qui ne se perd pas. Et tu sais pourquoi? Parce que chaque nègre, pendant son existence, il fait un nœud. C'est le travail qu'il a accompli, et c'est ça qui rend la vie vivante dans les siècles et des siècles. Amen. Ça, c'est pas écrit. L'utilité de l'homme sur cette terre. Elle le regarda avec ferveur. Jésus-Marie la Vierge, comme tu es savant, et toutes ces idées, elles viennent de ta tête? Elle se mit à rire. Tu n'as pas mal à la tête des fois? Tu veux me moquer, hein? Il la saisit par le bras et tout de suite, le visage d'Anaïs s'altéra. La lumière vacilla dans ses yeux et elle dit d'une voix étranglée parce que son cœur battait dans sa gorge, « Mène-moi à la source. » Le taillis s'éclaircissait, les arbres s'épaississaient, au bout du sentier s'ouvrait l'espace libre de la plaine. « Tu vois ce morne? » dit Manuel. « Non, pas celui-là, l'autre, le boisé, le bleu foncé, parce qu'il est tout juste en bas d'un nuage. C'est là. Attends, je vais voir si personne ne vient. » Il sortit du bois, jeta un coup d'œil dans les environs. Il lui fait signe et elle le rejoint. « Allons vite, Manuel, j'ai peur qu'on nous voie. » Elle ne lui dit pas que depuis leur rencontre sur la butte au Latanier, Gervillain les pieds. Au détour d'un chemin, il apparaissait brusquement. Il ne disait rien, mais ses yeux rouges avaient une lueur sinistre. Aujourd'hui, il avait été au bourg. Elle le savait parce que son frère Gilles devait l'y accompagner, comme témoin devant la justice de paix d'une affaire de mulets volés ou égarés. Elle ne se rappelait plus. Gilles lui avait demandé. « Tu as eu quelques histoires avec le cousin Gervillain? Avant-hier au soir, quand il est venu me voir, il te regardait tout drôle. » Il n'avait pas répondu. « Tu as l'air de rêver, fit Manuel. Tu ne dis rien, ma négresse. »« J'aimerais être arrivé. Cette plaine est longue à traverser. Je sens que dans mon dos qu'on me regarde. C'est comme des pointes de couteau. » Manuel tourna la tête de tous côtés. « Ne sois pas craintive, il n'y a personne. Bientôt, nous n'aurons pas à nous cacher. Tout le monde saura pour qui je vais bâtir cette case. 3 pièces qu'elle aura. 3, j'ai déjà calculé. Les meubles, je vais les faire moi-même. Il y a du bel acajou par ici. Je suis un petit menuisier. Et il y a aussi une tonnelle avec une plante grimpante à cause de l'ombrage. On pourrait essayer du raisin, qu'en dis-tu? Avec une bonne quantité de marque de café dans les racines, ça viendra, tu crois pas? Ce sera comme tu voudras, murmura-t-elle. Oui, je serai la maîtresse de ta maison, je sèmerai tes champs, et je t'aiderai à rentrer la récolte. Je te sortirai dans la rosée au lever du soleil, pour cueillir les fruits de notre terre. J'irai dans le serein du soir voir si les poules reposent dans les branches des arbres. Si la bête sauvage et vorace ne les a pas enlevées, j'apporterai au marché notre maïs et nos vivres. Tu espéreras mon retour sur le pas de la porte. La lumière de la lampe sera derrière toi sur la table, mais j'entendrai ta voix. Tu as eu bonne vente, ma femme, et je te répondrai selon la chance ou la malchance de la journée. Je te servirai à manger, et je resterai debout pendant que tu manges. Et tu me diras merci, ma négresse, et je répondrai à ton service, mon maître, parce que je serai la servante de ta maison. La nuit, je m'éteindrai à tes côtés. Tu ne diras rien, mais à ton silence, à la présence de ta main, je répondrai « Oui, mon homme, parce que je serai la servante de ton désir. Il y aura un canal d'eau dans notre jardin, et des roseaux et des lauriers sur les bords. Tu me l'as promis. Et il y aura les enfants que je te donnerai, c'est moi qui te promets. Au nom des saints qui sont sur la terre, au nom des saints qui sont dans les étoiles. » Son visage était devenu grave à l'image de son âme. Tes sourcils sont froncés, s'étonna Manuel. Tes yeux regardent dans le loin. Dis-moi ce que tu as, ma négresse. Elle lui sourit, sa bouche tremblait. De quel côté est la source, Manuel? Nous sommes arrivés. Baille-moi ta main. Il y a une montée qui n'est pas facile. Ils suivent le chemin haché par la machette de Manuel dans l'étouffement des plantes. Manuel descendit d'abord dans la feuille. Elle hésita, glissa un peu, et il la reçut dans ses bras. Il éprouva contre le sien le poids et la chaleur de son corps. Mais elle se dégagea. Ça sent le frais, dit-elle. Ça sent le vent et l'humide. Les ramiers battaient de l'aile, s'ouvrait un passage dans les feuilles vers le ciel. Elle leva le regard vers les branches qui se refermaient sur le silence. Il fait sombre, comme il fait sombre. On ne croirait pas que dehors, il y a grand soleil. Ici, c'est goutte à goutte qu'il filtre au soleil. J'écoute, je n'entends aucun bruit. On est comme sur un îlet, on est loin, Manuel. On est au fin fond du monde. Au commencement du monde, tu veux dire.
Parce qu'au commencement des commencements, il y avait une femme et un homme comme toi et moi. À leurs pieds coulait la première source et la femme et l'homme enterrèrent dans la source et se baignèrent dans la vie. Il lui prit la main. Viens! Il écarta les lianes. Elle entra dans le mystère du figuier maudit. C'est le gardien de l'eau, murmura-t-elle, avec une sorte de terreur sacrée. C'est le gardien de l'eau. Elle contempla les branches chargées de mousse argentée et flottante. Il y a grand âge. Il y a grand âge. On ne voit pas sa tête. Sa tête est dans le ciel. Ses racines sont comme des pattes. Elles tiennent l'eau. Montre-moi l'eau, Manuel. Il fouilla dans la terre. Regarde. Elle s'agenouilla, trempa un doigt dans la flaque, fit le signe de la croix. Je te salue, ô bénite, dit-elle. Et là, regarde encore. Il y en a tout partout. Je la vois, dit-elle. Elle appuya son oreille contre la terre. Je l'entends. Elle l'écoutait, le visage recueilli, éclairé d'un ravissement infini. Il était près d'elle. Anna, leurs lèvres se touchèrent. Mon nègre, soupira-t-elle. Elle ferma les yeux et il la renversa. Il était étendu sur la terre, et la rumeur profonde de l'eau charriait en elle une voix qui était le tumulte de son sang. Elle ne se défendit pas. Sa main si lourde lui arrachait une douceur intolérable. Je vais mourir. Son corps nu brûlait. Il desserra ses genoux et elle s'ouvrit à lui. Il entra en elle, une présence déchirante. Et il eut un gémissement blessé. Non, ne me laisse pas ou je meurs. Son corps allait à la rencontre du sien dans une vague fiévreuse. Une angoisse indicible naissant en elle, un délice terrible qui prenait le mouvement de sa chair. Une lamentation haletante monta à sa bouche. Tout ça, c'est une manière très poétique de dire que quand ils sont arrivés à la source, ils ont eu des rapports intimes. Ouais, mais de toute façon, là-bas, ils sont pas très habillés, fait que ça n'a pas dû être très long. Une lamentation haletante monta à sa bouche, et elle se sentit fondre dans la délivrance de ce long sanglot qui la laissa anéantie dans l'étreinte de l'homme.